Ouais, mais ayant collaboré avec Wes Anderson. Non, mais je rigole. Enfin, il a collaboré avec moi, disons. Mais Eddie me dit que ça l'aiderait que Simon arrête de vous appeler maman. Mais je vais t'appeler comment? Je veux t'appeler maman. De toute façon, je vais le faire dans ma tête. Je peux pas cacher que le film s'inspire pleinement d'un moment de mon enfance où on a été famille d'accueil. On a accueilli un petit garçon qui avait 18 mois quand il est arrivé, 6 ans quand il est reparti, et que à partir du moment où j'ai eu envie de devenir réalisateur et qu'il me fallait me raconter quelque chose, je suis allé très vite chercher dans cette histoire-là, sauf que finalement ça m'a mis beaucoup de temps avant de trouver la manière de bien la raconter. Et j'ai fait plusieurs tentatives d'écriture que j'ai toujours fini par mettre dans un tiroir, et puis après avoir fait mon premier long métrage, Diane à les épaules, qui était une manière un peu détournée déjà de raconter cette histoire-là, j'y suis allé plus franchement, et un des éléments qui m'a permis d'aller au bout de cette histoire, c'est justement d'assumer que le système d'empathie allait se modifier au fur et à mesure du film et qu'on allait donner sa chance à tout le monde. Comme vous dites, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas d'antagonisme. Et ça, c'est important, et ça, j'ai l'impression que du coup, ça m'a permis de restituer un sentiment que moi, j'ai eu enfant de cette histoire-là, alors qu'en fait, adulte, j'ai compris que c'était pas tout à fait ça. Les choix de ces focales-là et cette caméra donc souple qui peut basculer d'un personnage à l'autre, d'un point de vue à l'autre. Il y a plusieurs couches à l'intérieur de ça. La première, c'était comment faire un film de famille. Comme maintenant on les fait avec nos téléphones, il s'avère que le mien a un grand angle et que j'ai commencé à réfléchir sur l'idée de comment je fais pour inscrire à la fois du pur présent et qu'il y ait aussi cette notion de passé qui s'y inscrive, parce qu'un film de famille, par définition, c'est quelque chose qu'on va regarder, qui a une trace du passé et pourtant qui a été fait dans du pur présent, et que je voulais que dans le film il y ait cette petite teinte là. Donc on est parti de là, et puis ça permet de basculer, ces bascules de point de vue, on épouse la dynamique de Mélanie, on est très près d'elle, mais à tout moment on peut basculer sur le petit, et Simon qui d'ailleurs qui est un personnage qui va avoir de cesse de nous échapper aussi, qui échappe à la caméra comme il va échapper à cette famille. Il y avait ça aussi à l'intérieur de ça, et puis le grand angle, je l'aime beaucoup, j'en avais un tout petit peu peur parce que c'est tout de suite très référencé, on pense à Malik, tout ça, etc. Mais n'empêche que c'était un outil de réflexion. Ça permet aussi d'englober tout le monde dans le cadre à tout instant, quoi. Particulièrement près. Par un moment, c'est même déroutant. Ça m'a perdu un peu parfois. C'était très près. Oui, je sais. Ah bah laver la caméra là, ça fait ça parfois. J'avais conscience que ça nous permettait, et c'est ce que tu dis, d'épouser mon rythme, de faire en sorte que le concentré de vie soit là, qu'il y ait quelque chose d'instantané, qu'à la fois la mélancolie de se dire qu'on approche et que l'étau va se resserrer, et qu'à un moment on sera forcément dépassé par une émotion comme ça très forte, parce que le déchirement et la séparation va avoir lieu. Et puis c'est très agréable de sentir qu'on doit faire corps avec la personne qui nous filme, et de pouvoir naviguer entre un enfant, le regard d'un enfant, et puis une émotion qui va nous traverser, et que la caméra va être à l'affût de pouvoir la suivre en permanence. non, c'est vrai, et puis ça nous impose à nous, acteurs, enfin moi c'est mon impression, sur le plateau, une caméra qui est si mouvante nous impose un certain mouvement. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins figé, c'est-à-dire qu'on est très libre de nos corps. Et comme il y a l'imprévu du fait de jouer avec un enfant, c'est vrai que c'est un dispositif finalement très souple pour nous les acteurs. Moi, mon personnage, elle décide de faire ça parce qu'elle se dit pourquoi pas moi ? Parce que peut-être qu'elle n'est pas tout à fait épanouie dans sa vie. Elle a envie d'autre chose, elle a envie de s'occuper davantage de ses enfants, et elle se dit tiens, pourquoi pas tendre la main vers un gamin qui aurait besoin de moi, et de pouvoir me sentir utile et de pouvoir me sentir meilleure finalement. Donc tu accueilles un enfant et tu mesures pas du tout ce qu'il adviendra. Déjà, il arrive, il est petit, il a 18 mois, mais tu as un cahier des charges à suivre, tu as un cadre, tu as des règles. Simplement, c'est que ça tient, mais on oublie de mesurer l'attachement qui va comme ça grandir au fur et à mesure quand tu vois un petit enfant faire ses premiers pas et devenir un petit bonhomme autonome, et de se dire qu'il fait complètement partie de la famille, et que tout d'un coup, la fratrie, ils sont 3. Et la question se pose pas, et l'équilibre, il existe comme ça, et l'harmonie du couple et de la famille est là. Donc forcément, quand le père ressurgit, à la fois on sait que c'est dans l'ordre des choses, et on sait qu'il va être amené à retrouver son père, et on lui souhaite bien. Simplement, c'est que tout d'un coup, il y a une forme, il y a quelque chose qui va la dépasser, où elle va finir par être à une frontière comme ça, où on essaye de faire les choses bien, on les fait plus tout à fait si bien que ça.
On essaye de protéger tout le monde, mais on ne sait plus comment il faut faire. Madame Morand, notre objectif à tous, c'est le retour de Simon auprès de son père, n'est-ce pas? Si ça n'est pas le vôtre, alors nous avons un sérieux problème. Et à la fois, on la suit et on la comprend pleinement. Oui. Moi, j'ai pas cessé de me dire, en lisant le scénario, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Quelle mère j'aurais été? Comment je l'aurais accompagnée? Comment j'aurais fait pour éviter la casse? Même si on essaye de faire en sorte que tout soit bien cadré et d'être entouré, d'avoir des assistantes sociales qui sont là pour veiller à ce que la séparation se passe bien, forcément, il y a toujours quelque chose de douloureux là-dedans, quoi. C'est un personnage en fait qui déjoue le canevas très classique de l'antagoniste justement qui arrive, parce qu'effectivement quand on le voit arriver on le suspecte d'être un peu le trouble-fête, et en fait finalement on se rend compte très vite qu'il a toutes ses raisons et qu'il essaye tant bien que mal de récupérer cet enfant dont il n'a pas pu s'occuper à la naissance. Et donc là le petit gamin à 6 ans, très maladroitement, mais il essaye quand même tant bien que mal de devenir son père et d'être accepté par lui. En fait moi c'est ça qui me touchait beaucoup dans ce personnage, c'est que c'est quelqu'un qui fait tout pour être accepté par un enfant. Pour le personnage de Félix, par exemple, et surtout dans la scène où il revient avec Gabriel quand il est à Halloween, quand il l'a déguisé en petit garçon, c'était vraiment... il y avait Kevin Costner et le petit garçon dans un monde parfait. Parce qu'il est beau le lien entre Kevin Costner et ce petit, il devient son père presque malgré lui. Il lui offre des choses que la famille dans laquelle il a grandi, etc. Donc ça m'a beaucoup inspiré son personnage. Donc je me suis dit, je le dis pas alors que c'était très présent pour moi dans la tête, mais oui, E.T. a été... une sorte de terreau comme ça, de base pour moi, de réflexion profonde, sans que ce soit des références qui alourdissent, hein, voilà, je veux pas que ce soit des clins d'œil. C'est un système d'émotions en fait sur lequel je me suis appuyé plutôt, parce que E.T. étant un des films qui m'a donné envie de voir du cinéma, que j'ai vu à l'époque où on a vécu cette histoire-là, que j'associe complètement à ce petit garçon qui a été placé chez nous, qui doit retourner un jour dans sa famille. Voilà, l'univers dans lequel ça s'inscrit. J'aime beaucoup cette représentation de la classe moyenne aux États-Unis, dans le cinéma américain. Je trouve que nous, on regarde toujours un peu la nôtre avec une forme toujours d'ironie, de condescendance, ou je sais pas quoi. Là, j'aime bien que ce soit juste les héros, quoi. C'est des gens ordinaires à qui il arrive ça. Kramer contre Kramer, parce qu'il y a Meryl Streep, et que je trouve que Mélanie, c'est un peu notre Meryl Streep quand même. Sympa. C'est deux adultes qui aiment profondément cet enfant et qui se retrouvent du coup comme ça dans un conflit de loyauté entre eux. Voilà. C'est l'idée du mélodrame populaire à travers ça, et un des plus beaux mélodrames populaires à mon sens, c'est The Kid de Chaplin, qui était cette réinvention de la filiation à travers avec un film qui est aussi parfois très drôle. Alors je prétends pas que le nôtre est chaplinesque à ce point, mais enfin j'avais envie aussi qu'il y ait cette légèreté, cette drôlerie, qu'il y a quelque chose de solaire dans le film, quoi. Et je trouve que dans The Kid, c'est dès qu'il est là-dedans, c'est splendide. C'est splendide parce qu'on sait que le drame arrivera. Ouais. Tenenbaum, tout de suite, c'est ce qui vient. Ouais, j'en étais sûr que tu allais dire ça. Lui, je serais dit à sa place pour lui. Surtout que moi-même ayant collaboré avec Wes Anderson. Non, mais je rigole. Enfin, il a collaboré avec moi, disons. Mais non, effectivement, la famille Tenenbaum, elle donne envie quand même, cette famille. Elle est séduisante. Ouais, elle est super. Mélanie, la famille Adams, peut-être? Ah non. Moi, celle de Running on Empty, celle de À bout de course. Ah, bout de course, j'allais citer À bout de course. Après, voilà, c'est pareil, c'est un des films. Oh, c'est un des films. T'aurais pu me la laisser. Si tu veux, on va dans la même famille. Mais c'est tragique. C'est inévitable à un moment. Mais en même temps, leurs scènes de vie de famille, moi, elles sont. À l'anniversaire et tout. La scène de l'anniversaire, c'est trop beau. J'adore. Et puis les émois amoureux. Mais parce qu'il y a aussi hein. cette dimension de savoir que c'est la dernière fois qu'ils le passent exactement. ensemble. Il y a déjà cette mélancolie-là, ça te fout la chair de poule. J'en ai un tout de suite parce que c'est un des derniers que j'ai vu et que j'avais pas envie que le film s'arrête, et j'adore cette sensation-là, c'est Licorice Pizza. Ça m'a fait du bien, le film est, à la fois il est pas grand-chose, il est beaucoup parce que juste le plaisir d'être dans le film, le plaisir de suivre ces personnages, d'être dans cette errance amoureuse avec eux, ces adultes qui sont un peu un danger pour eux, une espèce de vision grotesque que c'est que de devenir un adulte, ça j'adore, et j'avais pas envie que le film s'arrête, quoi. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça. Moi, il y a eu Teddy, là, des frères Boukarma avec le jeune Anthony Bajon. C'est un film, je sens que les deux frères Boukarma, là, vont faire vraiment des super films à l'avenir, quoi. Et Anthony Bajon, que je ne connais pas d'ailleurs, donc on peut même pas m'accuser de copinage, hein, mais c'est vraiment un acteur que je trouve assez impressionnant. J'entends toujours les gens dire « Oui, il fait grand beau. Ce soir, nous dînerons sous la pergola. »
Et je me dis, nique sa mère, il nous en faut une. Je trouve qu'il y a un regard très singulier en fait. Ça m'a bien marqué, ça m'a fait plaisir de voir des jeunes gens, parce que je crois que les frères Boukarma ils sont jeunes, faire leur premier film et le faire comme ça. Je sais que quelques jours après la sortie du nôtre, genre 15 jours après, donc allons d'abord voir le nôtre, et ensuite je vous invite à aller voir Rien à foutre. Moi je l'ai trouvé formidable ce film. Déjà elle est éblouissante, et puis ce que ça raconte du monde d'aujourd'hui et tout, je trouve que c'est très émouvant et c'est très juste, et je trouve que c'est un très beau film.